Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va parler de traitement acoustique. Je suis pas très avancé là, dans le setup de mon studio parce que en début de semaine prochaine, là, j'ai des électriciens qui viennent pour mettre des grounds. Ils vont creuser des trous dans les murs pour passer des fils. Fait que ça va faire de la poussière partout. Alors, je garde encore mon matériel là, pour une semaine dans des boîtes, question de ne pas avoir de la poussière de partout. Alors, on va y aller très simple. Je vais quand même vous parler, justement. On va voir les trois grands types là, de traitement acoustique qu'on va avoir. Puis, où est-ce qu'idéalement on va les placer. Puis éventuellement, je vous ferai évidemment une petite mise à jour, un petit update là, en vous montrant comment j'ai placé tout mon traitement. Alors, on va commencer par les bass traps. Les bass traps, dans le fond, ce sont des panneaux absorbants qui vont être assez épais, dont le but est de contrôler les basses fréquences, d'absorber les basses fréquences. Comme là, ici, moi, j'ai un panneau qui fait 2 pieds par 4 pieds avec 8 pouces de large, fait que c'est quand même assez large. Et à l'intérieur, on va avoir de la laine de roche. Puis ça, de la laine de roche, moi, je me souviens d'avoir lu que c'était un des matériaux idéaux pour les bass traps à cause de la densité, qui va être un petit peu différent de la laine de fibre de verre qu'on va utiliser pour le panneau que vous avez ici, qui est un panneau qu'on va placer sur les murs pour absorber les hautes fréquences et les médiums, les réflexions. Fait que les bass traps, en réalité, on peut les placer à peu près n'importe où là, dans les pièces. Souvent, typiquement, on va placer ça dans les coins de la pièce parce que c'est souvent dans les coins des pièces qu'on va avoir le plus de basses fréquences. On va avoir une accumulation de basses. Fait qu'on va les placer souvent dans les coins. Puis on peut même les mettre en angle pour créer, vous voyez, avec les deux murs, un triangle. Comme ça, on vient créer aussi une poche d'air qui va permettre de baisser encore plus la fréquence qui va être absorbée. Parce que les panneaux absorbants, en général, plus on les éloigne du mur, puis plus ils vont être efficaces parce que les deux côtés vont absorber et non seulement un côté. Fait que l'onde sonore va traverser, rebondir sur le mur, puis va à ce moment-là revenir. Fait que ça dépend toujours, là, encore une fois, des fréquences qu'on va absorber. Moi, dans le cas présent, une bonne utilisation des bass traps, c'est derrière les haut-parleurs. Ça va ressembler à peu près à ça au niveau du placement. C'est un petit peu comme dans mon ancien studio, mon ancien home studio, où que là, j'ai mes supports ici à haut-parleurs. Je les place comme ça, justement, pour pouvoir coller les bass traps au mur et placer les haut-parleurs devant. Comme ça, mes haut-parleurs sont pas trop éloignés du mur. Puis on a le bass trap qui va à ce moment-là contrôler la réflexion du mur avant le plus possible. Fait que ça, c'est la meilleure utilisation. Sinon, encore une fois, comme je vous dis, de façon typique, on peut les mettre dans les coins des pièces. On peut aussi les mettre par terre, dans le coin, évidemment, entre le coin du plancher et du mur. Ou encore une fois, on peut les mettre aussi dans les coins, dans les hauts, à ce moment-là, entre le mur et le plafond, au coin, là. Ça peut être un bon endroit où les placer. Super important, les bass traps, encore une fois, pour vraiment contrôler les basses fréquences puis avoir des basses fréquences qui sont assez tight. Deuxième type de panneau absorbant, c'est les panneaux, dans le fond, qui vont être plus minces, qui ici, ça va être à peu près 2 pouces d'épaisseur. Et c'est des panneaux qui sont, encore une fois, faits maison. En passant, ce panneau-là, ça fait super longtemps que je les ai faits. J'avais ça dans mon premier local de pratique au début des années 2000, quand je suis arrivé à Montréal, puis on en avait plusieurs, puis on se les a séparés. Puis, je veux dire, encore une fois, je les garde. Là, en tout et partout, je pense qu'on avait fait peut-être 8 panneaux comme ça, puis le coût des matériaux, c'était ridicule, là, c'était 200 ou 300 $. Ça coûte vraiment pas cher en termes de matériaux. C'est un petit peu la même chose pour ce type de panneau-là. J'ai d'ailleurs sur mon site web un tutoriel sur comment faire des panneaux absorbants, parce que souvent, ce type de panneaux-là, ça coûte beaucoup moins cher de les faire soi-même que de les acheter préfaites. Les solutions préfaites, là, les Oralex de ce monde, ça coûte très cher, puis souvent, c'est moins efficace acoustiquement. Alors moi, je vous suggère vraiment de les faire vous-même. Moi, c'est de la laine de fibre de verre que j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Studio Économique parce que c'est ce type de laine de fibre de verre-là. C'est difficile à trouver en quincaillerie. C'est une laine qui va être un petit peu plus dense. Puis là, évidemment, on ne peut pas la voir parce que là, le panneau n'est pas ouvert. Mais c'est une laine qui est un peu jaunâtre, là, qui, normalement, si on la déplace pas, si ça bouge pas, ça va pas être toxique. C'est sûr, il faut faire attention quand on manipule parce que ça peut quand même gratter, là, ça peut piquer là, au contact de la peau. Et puis ces panneaux-là, généralement, on va les placer
aux endroits où on va avoir les réflexions par rapport aux haut-parleurs. Fait qu'un bon truc, c'est lorsque vous êtes là assis à votre point d'écoute, c'est par exemple, si vous avez votre haut-parleur ici qui est à gauche, c'est de placer un miroir sur le mur et de déplacer le miroir jusqu'à temps que vous voyez votre haut-parleur, en étant évidemment assis à votre point d'écoute. Fait que comme ça, vous allez vraiment voir où est-ce que le son va rebondir du haut-parleur et arriver vers votre point d'écoute. Parce que dans le fond, le problème avec les réflexions des murs sur les côtés, aussi des murs avant et arrière, là on va y revenir, c'est qu'on a évidemment le son qui arrive en premier ici, et après on va avoir le son qui va rebondir, qui va arriver à votre oreille avec un délai dans le temps. Ça crée des problèmes évidemment de phasing, de com filtering, on perd de la définition, de la précision. Alors le but, c'est d'absorber ces réflexions-là. Alors comme je vous dis, on place un miroir lorsqu'on voit notre haut-parleur, c'est la zone qu'on veut placer les panneaux absorbants. On va faire la même chose évidemment avec le mur de droit, le mur à droite. Et puis, ben, généralement, ça va être situé, là, on essaye évidemment de garder une forme de symétrie. On va faire la même chose aussi, si vous n'avez pas des bass traps, vous pouvez faire la même chose pour les murs avant. Alors, tout simplement, le mur qui va être, si mettons, j'ai ici mon haut-parleur, généralement, ça va être un petit peu décalé, qu'on va avoir à ce moment-là un panneau absorbant. On peut aussi, évidemment, là, mettre une bande derrière les haut-parleurs. Ça, c'est l'idéal pour s'assurer d'avoir le moins de réflexion possible provenant du mur arrière. On peut aussi en mettre au plafond. Comme moi, mon plafond est très bas, je vais essayer de me trouver des panneaux relativement minces pour réduire quand même les réflexions. On peut faire ce qu'on appelle aussi un genre un panneau en nuage, un cloud absorber qu'on vient dans le fond suspendre au plafond. Et encore une fois, lorsqu'on crée un espace entre le panneau absorbant et le plafond, on descend la fréquence dans le fond, on descend la réponse en fréquence du panneau. Alors ça peut être une bonne chose aussi d'en placer au-dessus de nous pour réduire la réflexion là, du plafond. Moi, c'est sûr que je vais en mettre, mais je vais essayer de me trouver peut-être des panneaux relativement minces que je peux mettre. Je sais que Primacoustique font des panneaux qui sont esthétiquement relativement jolis puis qui sont faciles à coller, assez minces là. Ça sera peut-être une solution rapide pour moi au lieu de faire si vous voulez, un genre de cloud là, moi-même. Là, ça va être un petit peu plus simple. Et c'est la même chose encore une fois pour les murs arrière. On peut aussi mettre des panneaux pour les murs arrière. Une autre option d'ailleurs pour les murs arrière, c'est les diffuseurs. Les diffuseurs, ça c'est un type de traitement acoustique qui est un petit peu moins connu. Là ici, on a un panneau qui est basé sur un modèle qui a été développé par la BBC. Ce n'est pas des longueurs random, hein. Ça a été calculé mathématiquement pour que chacune des longueurs ait une position vraiment précise. Je vais essayer de vous mettre aussi le lien dans la description. Là. Ça, c'est un ami, dans le fond, qui me les a faites. C'est en bois, en pin, c'est un genre de petit bois de construction vraiment pas cher, rien de luxueux. Je les ai peinturés moi-même en rouge. Et c'est très important que ça soit fait en bois parce que la densité du bois est très importante pour la réponse en fréquence du panneau. Et ça, encore une fois, c'est la même chose. Lorsqu'on les achète tout fait en magasin, un panneau comme ça coûte la peau du cul, alors que de les faire soi-même en frais de matériaux, ça coûte presque rien. C'est sûr que, bon, si vous n'avez pas le matériel pour les faire vous-même, vous pouvez peut-être trouver quelqu'un qui a la patience de couper tous ces petits bouts de bois-là et de les coller un côté de l'autre. Le panneau fait 18 pouces par 18 pouces. J'en ai 10, moi, des panneaux comme ça. Idéalement, ben, pas idéalement, mais le placement, si vous voulez, classique là, des diffuseurs, ça va être très souvent sur le mur arrière. Là. Moi, j'ai ici un mur qui est une zone qui n'est pas vraiment utilisée, que je vais probablement en mettre quelques-uns. Puis je vais aussi en mettre sur les côtés, évidemment à des endroits différents là, de mes premières réflexions que je vais absorber, évidemment, les premières réflexions avec les panneaux absorbants, avec ces panneaux absorbants-là. Puis ensuite, ben, je vais mettre un petit peu des diffuseurs sur le mur de gauche et le mur de droite. Je vais peut-être en mettre aussi un petit peu sur le côté du mur avant. Idéalement, on essaie de mettre ça, encore une fois, sur des zones où on va avoir des réflexions, des premières réflexions provenant des haut-parleurs. Le but des diffuseurs, souvent, ça va être d'ouvrir l'acoustique, surtout dans des endroits qui sont assez
petit ou qu'on a un plafond bas comme ça, qu'on peut des fois avoir une impression un peu d'être dans une boîte un petit peu petite, acoustiquement parlant. Ça va ouvrir l'acoustique, ça va casser, parce que dans le fond, le son, lorsqu'il va frapper le panneau acoustique, le diffuseur, lorsqu'il va revenir, il va être cassé en différentes longueurs d'onde. Alors, en faisant ça, on évite d'avoir un boost ou une réduction, parce qu'une onde sinusoïdale qui va frapper un mur qui est lisse, lorsqu'elle revient sur soi-même, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit elle peut être en phase avec elle-même, puis on a une augmentation de la fréquence, soit elle va être hors phase, puis on va perdre une fréquence. Fait que le diffuseur le but, c'est justement de randomiser les réflexions, ce qui fait qu'on ne va pas avoir de boost ou de réduction. Acoustiquement parlant, c'est fantastique ce que ça fait, les diffuseurs. Encore une fois, je n'ai pas nécessairement le vocabulaire je ne peux pas vraiment très bien vous vulgariser ce que ça fait, parce que ça fait pas partie, je suis pas un grand spécialiste évidemment du traitement acoustique, mais c'est extraordinaire ce que ça vient faire, les diffuseurs dans l'acoustique. Et je pense que ça va m'être doublement utile ici à cause justement du plafond qui est assez bas, comparativement à mon ancien espace qui était un petit peu plus grand, plus ouvert. Mais moi, je le sens instantanément quand on met les diffuseurs puis on les enlève. Acoustiquement parlant, ça sonne vraiment beaucoup mieux avec les diffuseurs. Fait que ça, c'est un type de traitement qu'encore une fois, je vous suggère fortement de vous bricoler si c'est possible, ou de vous trouver quelqu'un là, qui va avoir la patience de vous les faire. Puis encore une fois, faut tout simplement avoir une scie ronde puis de la colle, puis évidemment d'aller chercher les matériaux, puis on peut faire ça assez facilement. Si vous étiez patient, vous pourriez toujours faire ça avec une scie, avec une bonne vieille aiguine, là. Mais je pense que ça vous prendrait un petit peu des heures de faire de faire toutes ces coupures-là, puis après ça, de tout coller ça. Ensuite de ça, pour ce qui est des mesures, moi, c'est sûr qu'une fois que, on va avoir les grounds de placer, que je vais être prêt à mettre en place mes haut-parleurs, c'est sûr que moi, je vais prendre le temps de faire des lectures de la pièce pour voir c'est où que j'ai des boosts, c'est où que j'ai des coupures, parce que, tout dépendant de la grandeur de la pièce, on peut avoir des problèmes à certaines fréquences, puis c'est important de les connaître, de le savoir, puis ça va me permettre aussi de faire une analyse avant de poser le traitement acoustique, de faire une analyse après le traitement acoustique, et après ça, de voir quel genre de traitement supplémentaire je peux faire. Parce qu'il y a aussi des traitements comme ce qu'on appelle des tube traps qu'on peut acheter. Si jamais, moi, par exemple, j'avais un gros boost à 130 Hz qui est dû à la grosseur, dans le fond, de ma pièce, on peut commander des tube traps qui sont, dans le fond, des tubes qui vont absorber des fréquences précises. Ça coûte quand même assez cher. Puis il y a peut-être des façons de le faire homemade, là, mais ça dépasse un petit peu là, mon niveau de connaissance. Là. Mais encore une fois, lorsqu'on fait ces lectures-là d'analyse, on se rend compte qu'on a, même suite au traitement, si vous voulez, standard acoustique, pour ne pas avoir à, par exemple, complètement tuer toutes les basses fréquences, parce que c'est bien quand même de garder un peu de vie dans une régie, hein, d'avoir une régie qui souvent va être trop dead, trop morte, trop absorbée. Ça va nous donner, ça sera de un pas super agréable pour travailler. Ça, c'est important quand même d'avoir un peu de liveness, d'avoir un petit peu de vie dans la pièce. Puis déjà, moi, ma pièce est quand même assez dead, assez morte à cause du tapis, puis à cause du plafond qui est aussi, que là, on le voit pas très bien, là, mais c'est un genre de carton aggloméré qui a aussi une fonction acoustique. Fait que c'est déjà quand même assez dead là, présentement dans l'environnement. Fait que c'est sûr que les diffuseurs vont aider peut-être, là, je l'espère, à ouvrir un peu, mais parfois, si on a des problèmes, disons, comme je vous disais, là, par exemple à 130 Hz ou à 200 Hz, de placer des bass traps mur à mur pour essayer de régler ce problème précis-là, on peut se retrouver aussi avec l'effet contraire, où que là, on absorbe beaucoup trop les basses fréquences, ou on absorbe beaucoup trop les hautes ou les mids, puis on se retrouve avec un environnement qui est pas super agréable. Puis quand c'est trop dead aussi, ben ça crée une distorsion, comment je peux dire ça? Ça crée trop un contraste important entre les contextes d'écoute normaux et le studio, ce qui va faire que vous allez entendre vos réverbérations beaucoup plus, puis vous allez sous-mixer beaucoup des effets spatio-temporels comme la reverb puis les délais, des choses comme ça. Fait que d'avoir un petit peu plus de réverbération dans l'environnement permet d'avoir une écoute qui est un petit peu plus réaliste, qui ressemble un petit peu plus à l'écoute, là, si vous voulez, standard normal de monsieur, madame, tout le monde, là.
Fait que voilà, fait qu'encore une fois, ce genre de processus-là à la maison, faut y aller, faut se fier à son instinct évidemment, puis après ça, on a des outils. Je pourrais faire une autre vidéo justement sur les différents outils. Moi, je connais pas très bien le Room Wizard, qui est un logiciel justement d'analyse. Moi, jusqu'ici, j'ai toujours utilisé tout simplement SonarWorks pour tester l'acoustique puis calibrer. Mais je vais essayer de l'explorer un peu, puis de vous revenir avec ça pour voir comment ça fonctionne. Parce que des micros d'analyse, ça coûte pas très cher pour analyser les pièces, parce que c'est pas des microphones qu'on veut nécessairement que ça sonne super bien. On n'utilise pas ça pour chanter, on veut juste que ça soit flat. Fait qu'il y a des compagnies comme Behringer qui en fait, que je suis convaincu que c'est bien correct. Puis il y a probablement d'autres compagnies qui font des microphones comme ça d'analyse de pièces qui coûtent vraiment pas très cher, que vous pouvez vous acheter à la maison pour tester justement votre acoustique avec vos haut-parleurs et tout ça. Puis ça, faut y aller encore une fois. On y va graduellement. On fait des tests, on place du traitement acoustique, on fait d'autres tests, puis après ça, il faut se fier à son instinct. L'important, je pense, c'est d'avoir un environnement qui est agréable, puis aussi que lorsque vous faites un mix dans votre environnement, puis que vous l'amenez ailleurs, que vous n'ayez pas constamment des surprises. Si, en sortant tout le temps votre mix du studio, vous vous rendez compte que vous avez bien plus de basses ou beaucoup moins de basses que vous pensiez, vous avez peut-être des problèmes que vous devez régler, puis il faut y aller graduellement. Parce que ultimement, l'important, c'est vraiment de bien connaître son environnement, puis ça n'existe pas une régie parfaite acoustiquement. Là. Il n'y a aucun studio dans le monde qui sonne parfaitement. Chaque environnement va avoir sa couleur. C'est certain que si moi, j'avais bâti le studio from scratch, il y a plein de choses, évidemment, qu'on fait au niveau de la structure, du plancher, des dimensions des murs, etc., qui nous permettent de déjà régler beaucoup de problèmes juste dans la construction. Mais le home studio, c'est toujours un jeu de compromis. Puis, il faut pas virer fou, encore une fois, avec ça. Faut pas non plus être complètement obsessif avec ça. L'important, c'est d'encore une fois couvrir les bases, d'avoir des bass traps pour contrôler nos basses fréquences, d'avoir des panneaux absorbants un petit peu plus minces pour contrôler les réflexions des murs. Puis les diffuseurs, à mon avis, c'est un extra qui n'est pas essentiel, mais qui va vraiment améliorer quand même votre acoustique, surtout si vous êtes dans une petite pièce. Ça va aider à faire en sorte que votre acoustique respire un petit peu plus, que ça soit plus agréable. Fait que voilà, fait que j'espère que ça va vous aider. Là, encore une fois, je suis pas très avancé dans le setup. Je vous ferai une partie numéro 2 lorsque tout sera mis en place, lorsque tout traitement sera placé pour vous faire, encore une fois, là, pour vous montrer qu'est-ce que je vais avoir fait au final. Puis pour vous donner peut-être encore une fois mes retours sur qu'est-ce que j'ai fait pour analyser l'acoustique, etc., etc. Fait que voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions sur l'acoustique. Encore une fois, je suis pas un grand spécialiste, mais il y a beaucoup d'abonnés qui, des fois, vont s'y connaître beaucoup plus que moi. Fait qu'à ce moment-là, n'hésitez pas à échanger entre vous. Si, encore une fois, il y a des gens qui ont des réponses à des questions auxquelles je n'ai pas réponse là, pour les questions d'acoustique, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique.